Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Donc ce chapitre 4, différentiel des fonctions d'une variable réelle, va nous permettre d'introduire une notion nouvelle qui est la notion de différentiel d'une fonction. Donc nous allons voir dans un premier temps sa définition. Donc supposons que vous ayez une fonction f de x qui est définie sur votre intervalle AB, continuant x0 et dérivable en x0. Donc je vous rappelle que la définition de la dérivée, c'est la notion suivante, f de x moins f de x0 qui est égal à x moins x0, facteur de f' de x0 plus epsilon, avec epsilon qui est égal à 0 quand x tend vers x0. Ça c'est toujours la même définition que l'on utilise. Maintenant on va introduire deux notations, la notation delta x qui est égale à x moins x0 et la notion delta y qui est égale à f de x moins f de x0. Donc on a vu lors du chapitre de la dérivée que delta x représentait l'accroissement de la variable x et delta y représentait l'accroissement de la fonction. Donc si on réécrit notre formule de la dérivée avec ces deux nouvelles notations, vous allez obtenir delta y qui va être égal à delta x, facteur de f' de x0, plus epsilon avec epsilon qui est égal à 0 quand delta x tend vers 0. Donc maintenant, en développant, vous obtenez delta y qui est égal à delta x f' de x0 plus delta x fois epsilon. Donc par définition, la valeur delta x multipliée par f' de x0 va être la différentielle de votre fonction f en x0 que l'on notera d de f au point x0. Donc d de f au point x0 c'est égal à delta x fois f' de x0, ce qui peut également se réécrire sous la forme dx fois f' de x0. Donc une notation delta x et dx représentent la même chose ici, c'est qu'une question de notation. Donc là je vous ai repris la notion de différentiel. Maintenant, si on revient un petit peu plus près sur ce que ça représente, delta x, donc on a vu que c'était l'accroissement de votre variable x. Dans notre cas, on va le considérer cet accroissement comme infiniment petit. Il va donc être noté également dx. Faites attention si delta x et dx sont équivalents. Ce n'est pas le cas pour delta f et df, ou encore pour delta y et dy. Ce sont deux grandeurs strictement différentes. Donc ça, on peut s'en rendre compte tout simplement. Si vous remplacez dans l'équation de la dérivée, vous obtenez que delta y égale à dy plus delta x epsilon x, et vous voyez que la différence entre delta y et dy est égale à delta x epsilon x. Donc d'une manière générale, la notation de la différentielle, c'est la suivante. La différentielle de votre fonction f est notée df, et c'est aussi égal à f' de x fois dx. Bien sûr, il faut que votre fonction f soit dérivable, quel que soit le x. Donc ici, on va passer à une petite application toute simple. Je vous donne deux fonctions. La fonction y qui est égale à sinus x et la fonction y qui est égale à racine de x. Et vous allez me calculer les différentiels de ces deux fonctions. Donc si on prend la fonction y qui est égale à sinus x, donc la différentielle d'une fonction f, c'est la dérivée de f fois dx. Donc ici, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc la différentielle de y sera égale à cosinus x fois dx. Alors, si on s'intéresse ensuite à la fonction y qui est égale à racine de x, la différentielle dy dans ce cas-là, ça sera à la dérivée de la fonction racine de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x, multiplié par dx. Donc ici, je vous introduis une notation qui est très importante, c'est la notation de Leibniz de la dérivée. Cette notation va revenir notamment lorsque l'on va étudier les fonctions de plusieurs variables. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la dérivée f' de x peut aussi être notée sous la forme df sur dx, ou encore dy sur dx. Donc cette notation sera très utile pour le chapitre où l'on étudiera les dérivées de plusieurs variables. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que ça représente d'un point de vue géométrique une différentielle. Donc je vous ai repris le même schéma que l'on avait vu lors du calcul de dérivée, avec une courbe représentée en vert qui représente votre fonction, deux points m0 et m, et la tangente au point m0, avec bien sûr les accroissements delta x et delta y représentés sur l'axe des abscisses et des ordonnées en bleu. Donc je vous rappelle qu'on avait vu que tangente alpha était égale à la distance entre HP et sur m0h, ce
qui représente dy sur dx. La distance HP, elle, représente la valeur dy, c'est-à-dire votre différentiel. La distance HM représente delta y, qui est l'accroissement de la fonction f entre les points x et x0, c'est-à-dire f de x moins f de x0. La différence entre dy et delta y est représentée par la distance PM, c'est-à-dire delta y moins dy. Et ça, c'est votre epsilon x delta x. Donc plus vous ferez tendre votre point M vers votre point M0, plus cette distance epsilon x delta x sera petite. Et plus dy tendra vers delta y. Donc en conclusion, pour une variation delta x de votre variable x, vous allez avoir delta y qui va représenter la variation de la courbe, alors que dy va représenter la variation de la tangente à votre courbe à un point M0. Donc on va introduire un premier théorème. Supposons que la dérivée de votre fonction à un certain point x0 soit différente de 0. Dans ce cas-là, vous aurez que delta y et dy seront deux infiniment petits équivalents quand vous ferez tendre delta x vers 0. Donc ça peut être démontré de manière très simple. Si on veut montrer que ce deux infiniment petits équivalents, ce qu'il faut que l'on montre, c'est que lorsque vous calculez le rapport delta y sur dy, ce rapport va tendre vers 1 lorsque vous ferez tendre delta x vers 0. Donc pour ça, on repart de la définition d'une dérivée, toujours la même. On a vu dans ce cas-là que delta y est égal à delta x f' de x0 plus delta x fois epsilon. Donc la partie rouge, delta x fois f' de x0, c'est votre différentiel dy. Donc maintenant, si vous divisez votre membre de droite et votre membre de gauche par dy, vous allez obtenir que delta y sur dy va être égal à 1 plus epsilon delta x sur f' delta x. Donc on peut simplifier par delta x et il vous reste 1 plus epsilon sur f' au point x0. Or, vous savez que votre epsilon va tendre vers 0 quand delta x tend vers 0. Donc au final, vous obtenez bien que votre limite est égale à 1. Donc en conclusion, la différentielle dy réalise une approximation de la variation de la fonction delta y, et ceci uniquement quand delta x est très petit. Donc si on regarde un exemple, on va essayer de calculer la valeur de delta y et de dy pour une fonction. Donc on va prendre la fonction x au carré. Donc si on calcule la valeur de delta y, qu'est-ce que ça va être? Ça va être f de x plus delta x moins f de x. Donc si on calcule f de x plus delta x, ça va être égal à x plus delta x au carré. En développant, vous allez obtenir x au carré plus 2x delta x plus delta x au carré. Et là, vous voyez que votre x au carré, c'est votre fonction f de x. Maintenant, on va faire la différence, f de x plus delta x moins f de x, et vous obtenez au final delta y qui est égal à 2x delta x plus delta x au carré. Donc on a calculé delta y, on va maintenant calculer dy. Donc dy, c'est la différentielle de votre fonction f, donc c'est la dérivée de f fois dx, ce qui est égal à 2x dx. Donc si delta x est très petit, vous avez que delta x égale à dx, ce qui peut encore se réécrire sous la forme 2x delta x égale à 2x dx est égal à dy. Donc en remplaçant dans la formule delta y, vous obtenez que delta y va être égal à dy plus delta x au carré. Or, delta x au carré va être négligeable devant 2x delta x à partir du moment où vous allez faire tendre delta x vers 0. Donc la conclusion est la suivante. Si delta x est très petit et négligeable, dans ce cas-là, delta y et dy seront deux valeurs très proches, ce qu'on appellera des équivalents. Donc tout comme on avait vu les dérivées d'ordre supérieur, on va pouvoir introduire la notion de différentiel d'ordre supérieur. Donc on va partir d'une fonction f de x qui est dérivable n fois. La différentielle ou différentiel d'ordre 1, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire
dy sera égal à la dérivée de f fois dx. Maintenant, si on veut passer à une différentielle d'ordre 2, il va falloir appliquer 2 fois la fonction différentielle à votre fonction y. Donc si vous l'appliquez une première fois, vous allez obtenir f' de x dx. En l'appliquant une deuxième fois, vous allez obtenir f seconde de x dx multiplié par dx. Donc au bout du compte, votre différentiel d'ordre 2 sera égal à f seconde de x multiplié par dx au carré. Donc de la même manière, vous pouvez calculer une différentielle d'ordre n, qu'on a dn de y. Elle sera égale à la dérivée de votre fonction f n fois, multipliée par dx exposant n. Donc à partir de là, on peut en déduire des notations de dérivées successives de votre fonction f grâce à la notation de Leibniz. Et si l'on avait vu que votre fonction f, lorsque vous la dérivez une première fois, on la notait df sur dx, vous voyez grâce à cette notion de différentiel d'ordre supérieur, vous allez obtenir votre fonction f seconde qui sera égale à la différentielle de votre fonction f dérivée une première fois sur dx, ce qui se réécrira aussi d2f sur d de x2. Donc ainsi de suite, une fonction dérivée n fois pourra s'écrire sous la forme d exposant n de f sur dx exposant n. Donc maintenant, on va introduire les opérations sur les fonctions différentielles. Donc vous allez voir que ça revient exactement au même que lorsque l'on regardait les opérations sur des dérivées de fonctions. Donc on va partir sur deux fonctions, une fonction f et une fonction g, qui sont toutes les deux différenciables. Avec la différentielle de f, c'est f' de x dx, et la différentielle de g, c'est g' de x dx. Si vous avez une somme de deux fonctions, quand vous allez calculer la différentielle de f plus g, ça va tout simplement être égal à la dérivée de f plus g fois dx, donc ce qui va être égal à la dérivée de f plus la dérivée de g fois dx. Donc en développant, vous allez obtenir f' de x dx plus g' de x dx, et là vous voyez que ce que l'on a obtenu, c'est tout simplement la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc en conclusion, la différentielle d'une somme de deux fonctions f plus g, c'est la différentielle de f plus la différentielle de g. Donc de la même manière, si vous multipliez votre fonction f par un scalaire, lorsque vous allez calculer la différentielle de lambda f, vous allez tout simplement obtenir lambda différentielle de f. Donc là, vous voyez qu'on peut faire le parallèle avec les dérivées. Lorsque vous calculez la dérivée de f plus g, vous obtenez la dérivée de f plus la dérivée de g. Et bien là, la différentielle de f plus g, c'est la différentielle de f plus la différentielle de g. Et lorsqu'on faisait la dérivée de lambda f, c'était lambda dérivée de f. Et là, la différentielle de lambda f, c'est lambda différentielle de f. Donc sur le même ordre d'idée, on peut enchaîner sur des produits de fonctions. Donc la différentielle d'un produit f fois g, ça sera tout simplement g fois la différentielle de f, plus f fois la différentielle de g. Donc là, je vous détaille pas la démonstration, mais elle est présente sur le transparent. De la même manière, si vous voulez calculer la différentielle du quotient de deux fonctions, d'une fonction f sur une fonction g, ça sera tout simplement la dérivée du quotient f sur g fois dx, ce qui se réécrira au bout du compte, g fois la différentielle de f moins f fois la différentielle de g sur g au carré. Bien sûr, il faut faire attention que votre fonction g doit être différente de 0. On va introduire la notion de différentiel logarithmique. Supposons que l'on ait une fonction f différenciable avec f différente de 0 pour tout x, la fonction ln de valeur absolue de f de x est différenciable. Dans ce cas, on appelle différentiel logarithmique de f la différentielle du ln de f de x sans valeur absolue. Si on la calcule, ce sera la dérivée de la fonction ln de valeur absolue de f de x multipliée par dx, ce qui peut encore se réécrire sous la forme f' de x dx sur f de x, ce qui est encore égal à df sur f, quel que soit le x, bien sûr avec f de x différente de 0. Donc, si je vous donne les deux fonctions suivantes, une fonction f et une fonction g, essayez maintenant de calculer pour chacune de ces fonctions la différentielle logarithmique. Donc on va calculer
la différentielle logarithmique de la fonction f, qui est la fonction exponentielle de sinus x. Donc on calcule la différentielle du ln de f de x, et ça nous dit que c'est f' de x dx sur f de x. Donc la dérivée de f, c'est cosinus x exponentielle de sinus x sur exponentielle de sinus x, le tout multiplié par dx. Donc il reste au bout du compte cosinus x dx. Donc là on peut faire une petite vérification toute simple. Donc on a notre fonction y qui est exponentielle de sinus x. Si vous passez le ln de y, vous allez obtenir sinus x. Et ensuite, quand vous calculez la différentielle du ln de y, c'est la différentielle de sinus x, et vous obtenez bien cosinus x dx. Donc on a obtenu le même résultat que précédemment. Donc au bout du compte, la différentielle de ln de y, c'est dy sur y, c'est bien égal à cosinus x dx. Maintenant, si on applique le même raisonnement à la fonction g de x qui est égale à 2x plus 1, la différentielle logarithmique, ça sera g' sur g fois dx, et vous obtenez 2 sur 2x plus 1 fois dx. Donc on va avoir quelques petites propriétés logarithmiques. Donc là, vous pouvez également faire le parallèle avec les propriétés des dérivées logarithmiques que l'on a vues au chapitre précédent. Donc on va avoir une fonction f et une fonction g qui sont différenciables, toutes deux différentes de 0. On peut calculer les différentiels logarithmiques d de f sur f et d de g sur g pour chacune d'elles. Lorsque vous avez le produit de deux fonctions, la fonction f fois la fonction g, vous allez pouvoir calculer la différentielle logarithmique. Donc ln de y en valeur absolue va être égal au ln de f plus le ln de g, toutes deux en valeur absolue. Donc ce que vous obtenez ici en passant à la différentielle, c'est que la différentielle de ln de y va être égale à la différentielle du ln de f plus la différentielle du ln de g. Donc au final, dy sur y va être égal à df sur f plus dg sur g. Donc la différentielle logarithmique du produit, c'est la somme des différentiels logarithmiques. Si l'on part sur un quotient de fonction, donc on a y qui est égal à f sur g, par le même principe, au passage au logarithmique, vous allez avoir que ln de y en valeur absolue va être égal au ln de f en valeur absolue moins ln de g en valeur absolue. En passant à la différentielle, vous allez avoir que la différentielle du membre de gauche va être égale à la différentielle de ln de f moins la différentielle du ln de g. Donc au final, dy sur y est égal à df sur f moins dg sur g. Donc la différentielle logarithmique du quotient, c'est la différence des différentiels logarithmiques. Donc maintenant, pourquoi utiliser ce calcul des différentiels? C'est tout simplement pour faire des approximations. Donc d'après le théorème que l'on a vu, on sait que si delta x est très petit, alors la différentielle dy réalise une approximation de la variation de la fonction delta y quand x varie de delta x. De la même manière, on vient de voir que la différentielle logarithmique va réaliser une approximation de la variation relative de la fonction delta y sur y. Vous voyez qu'ici c'est particulièrement utile de les utiliser lorsque vous allez avoir des y sous forme de produits, de quotients ou de fonctions puissance. Et tout ceci représente la base des calculs d'incertitude que l'on retrouve en physique. Et ça, nous le détaillerons plus particulièrement lors du deuxième chapitre sur les fonctions de plusieurs variables. Donc maintenant, vous pouvez vous reporter aux exercices 2 et 4 du TD2 dérivé et différentiel d'une fonction d'une variable pour vous entraîner.